Sutra 9. Il y a la relation de cause à effet, même s'il y a séparation par la classe, le lieu et le temps, parce que la mémoire et les impressions sont semblables dans la forme. La manière apparemment irrationnelle et désordonnée selon laquelle les vasanas doivent être épuisés dans les incarnations successives peut donner naissance à une difficulté philosophique dans le mental de l'étudiant. Et Patanjali s'applique à écarter cette difficulté. Il arrive très souvent qu'une personnalité d'un individu commette une action particulière, mais parce que le karma de cette action ne peut pas être épuisé par cette personnalité, les conditions nécessaires n'étant pas réunies, il devra être épuisé par une autre personnalité du même individu dans une vie ultérieure. Et cette seconde personnalité n'a pas le souvenir de l'action particulière pour laquelle elle subit cette expérience. Bien entendu, si cette expérience est plaisante, aucune question ne se pose dans le mental de la deuxième personnalité, concernant la justice de l'avantage immérité, mais si l'expérience est douloureuse, il y a un sentiment de rancune contre le destin à cause de cette souffrance et de cette peine imméritée. Dans des proportions considérables, cette sorte de rancune envers la souffrance imméritée empoisonne l'esprit des gens qui ignorent la loi de karma et son mode d'action. Une compréhension élargie de cette loi contribuerait beaucoup à faire voir aux gens les choses sous leur vraie lumière et à leur faire accepter les expériences de la vie comme elles viennent, avec patience et sans amertume. Pour revenir à cette difficulté philosophique, on peut s'interroger. Pourquoi faut-il que la deuxième personnalité, dans la vie ultérieure, souffre pour des erreurs commises par la première personnalité de la vie antérieure? Et s'il en est ainsi, comment peut-on dire que la loi de karma est juste? La réponse à cette question est donnée dans le sutra que nous traitons. Bien entendu, en exposant un système philosophique ou une technique scientifique sous forme de sutra, on s'en remet beaucoup à l'intelligence de l'étudiant, supposé être familiarisé avec les doctrines générales sur lesquelles sont basées la philosophie ou la science. Seules les idées essentielles, celles qui forment en quelque sorte le squelette d'acier de la structure mentale, sont présentées et même celles-ci sont décrites de façon aussi concise que possible. La doctrine de la réincarnation, qui est une partie intégrante de la philosophie du yoga et qui est tenue comme admise par Patanjali, implique que la chaîne des personnalités dans les incarnations successives sont des expressions temporaires d'une entité plus haute et plus permanente, qui reçoit différents noms dans les différentes écoles de pensée, telles que Jivatma, ego immortel ou individualité. C'est ce Jivatma qui s'incarne réellement dans les différentes personnalités et celles-ci peuvent être considérées plus ou moins comme des avant-postes de sa conscience dans les mondes inférieurs pendant la période des incarnations. Or, la chose importante à noter ici est que la mémoire embrassant toutes les vies successives réside dans le mental du Jivatma et que les différentes personnalités qui se succèdent ne partagent pas cette mémoire totale et continue. Leur mémoire se limite aux expériences qu'elles traversent dans chaque incarnation séparée. Cette mémoire continue qui embrasse la chaîne des vies est due au fait que les samskaras de toutes les expériences traversées dans ces vies sont présents dans les véhicules supérieurs permanents du Jivatma. Tout comme le contact de l'aiguille avec le sillon d'un disque en reproduit les sons, tout comme le contact du mental avec le cerveau physique reproduit la mémoire des expériences traversées dans cette vie, de même le contact de la conscience supérieure avec les samskaras ou impressions dans les véhicules supérieurs du Jivatma reproduit les mémoires correspondant aux samskaras contactés. Le véhicule qui reçoit tous ces samskaras est appelé Karana Sharira dans la terminologie védantique, parce qu'il est le réceptacle de tous les germes des expériences futures. On verra d'après ce qui a été dit ci-dessus comment les expériences et les souvenirs correspondant aux différentes personnalités dispersées dans les différentes conditions de classe, de temps et d'espace sont intégrés dans la conscience du Jivatma, qui a traversé toutes les expériences, et demeure le réel semeur et moissonneur des karmas qui en découlent. Vu sous ce jour, lorsqu'une personnalité récolte les fruits amers des torts causés par une personnalité antérieure, cela n'implique aucune injustice parce que les différentes personnalités sont des expressions, dans des conditions diverses de la même entité, quoiqu'elles puissent ne pas en avoir connaissance de leur conscience physique. Une personnalité particulière, Jiva, n'est pas consciente de toutes les séries d'expériences et des samskaras, mais le Jivatma, lui, en est conscient, et dans la longue série ininterrompue d'actions et de réactions, il voit le travail naturel de la loi de karma sans aucun favoritisme ni la moindre injustice. Nous ne nous plaignons pas lorsque nous trouvons que les expériences déplaisantes que nous avons à traverser sont le résultat de notre propre folie ou du désordre que nous avons créé. Et le Jivatma ne le fait pas davantage devant la vision de toutes les vies passées qui s'étalent devant lui comme un livre ouvert. Pour illustrer comment la mémoire totale du Jivatma lui permet de voir le travail parfait des causes et des effets, même si ceux-ci sont dispersés sur plusieurs vies et d'une manière irrégulière, voici un diagramme simple.
Les lettres A, B, C, D, etc. représentent les diverses causes venues à l'action par un jivatma particulier dans les 4 vies représentées par les compartiments A, B, C, D et A', B', C', D', représentent les effets karmiques correspondants dans la même vie ou dans l'une des suivantes. Ces lettres étant réparties dans les 4 compartiments d'une manière irrégulière, il ne sera pas possible à quelqu'un, dont la vision est confinée à un seul compartiment, de relier toutes les causes et les effets qui en découlent. Quand les conditions convenables se présentent, soit dans la même vie, soit dans les vies suivantes. En revanche, si quelqu'un prend un recul suffisant pour observer simultanément les lettres dans les différents compartiments, alors chaque effet peut être rattaché à sa cause et, en dépit du mélange irrégulier des causes et des effets dans les différents compartiments, on voit que la loi de causalité est strictement respectée. Sutra 10. Et il n'y a pas de commencement pour elle, le désir de vivre étant éternel. Nous avons vu dans le sutra précédent que la vie humaine est une série continuelle d'expériences découlant de l'activation de certaines causes, suivies tôt ou tard par leur effet correspondant, le processus tout entier étant ainsi un jeu ininterrompu d'action et de réaction. Une question se pose naturellement. Quand et comment ce processus d'accumulation des samskaras commence-t-il et comment peut-on y mettre fin ? Nous sommes liés à la roue des naissances et des morts en raison des vasanas qui aboutissent à des expériences de diverses sortes, et celles-ci à leur tour génèrent davantage de vasanas. Nous semblons confrontés à une des énigmes philosophiques qui paraissent défier toute solution. La réponse donnée par Patanjali à la première partie de la question posée ci-dessus est qu'on ne peut suivre jusqu'à sa source ce processus d'accumulation des samskaras, car la volonté de vivre ou le désir d'être ne s'amorce pas à la naissance de l'âme humaine, mais caractérise toutes les formes de vie à travers lesquelles la conscience a évolué. En fait, dès que la conscience rencontre la matière avec la naissance d'avidya et que les kleshas commencent à travailler, les samskaras commencent à se former. Les attractions et les répulsions de divers degrés et de différentes sortes sont présentes, même dans les étapes les plus précoces de l'évolution. Et un individu qui atteint le degré humain après avoir traversé toutes les étapes précédentes amène avec lui tous les samskaras des étapes qu'il a traversées, bien que la plupart de ces samskaras demeurent endormis et à l'état latent. Cela incidemment montre la nécessité de garder un contrôle rigoureux sur notre mental et nos émotions, parce qu'une fois celui-ci complètement disparu, on ne sait quels samskaras indésirables, qui jusqu'ici sont restés latents, peuvent devenir actifs et nous faire faire des choses dont nous aurons ensuite à nous repentir. L'histoire fournit de nombreux exemples de la recrudescence de telles caractéristiques chez les êtres humains. Avec les progrès de l'évolution, les vasanas deviennent de plus en plus compliqués et à l'étape humaine, ils assument une variété extraordinaire et une complexité susceptible d'y introduire l'élément mental. L'intellect, bien qu'il soit, jusqu'à un certain point, le serviteur et l'instrument du désir, joue à son tour un rôle important dans la croissance de la nature du désir. Et les désirs très complexes et variés de l'homme civilisé moderne contrastent de façon intéressante avec les désirs simples et naturels de l'homme primitif. Tandis que l'évolution progresse encore au-delà, et avec la pratique du yoga, on entre en contact avec des niveaux de conscience plus subtils, où les désirs deviennent de plus en plus raffinés et subtils et ainsi plus difficiles à reconnaître et à transcender. Mais même le désir le plus subtil et le plus raffiné, qui lie la conscience à la félicité et à la connaissance des plans spirituels les plus élevés, ne diffère qu'en degrés et n'est qu'une forme très affinée du désir primaire. La volonté de vivre, appelée ashisha. On verra qu'il n'est pas possible de détruire les vasanas et donc de mettre fin au processus de la vie en les attaquant sur leur propre plan. Même le nishkama karma, lorsqu'il est pratiqué parfaitement, ne peut faire autrement que de cesser de générer un nouveau karma personnel pour l'avenir. Il ne peut détruire la racine des vasanas inhérente à la vie manifestée. Au fur et à mesure que Viveka et Vairagya se développent, les vasanas actifs deviennent de plus en plus calmes, mais leurs samskaras demeurent et, comme des semences, peuvent se manifester sous une forme active, chaque fois que des conditions favorables se présentent et que des stimuli appropriés sont appliqués au mental. Sutra 11. Étant liés ensemble comme cause-effet, substratum-objet, eux, les effets, c'est-à-dire les vasanas, disparaissent lors de la disparition de leur cause, c'est-à-dire avidya.
Si les vasanas forment un courant continu et qu'aucune libération de la servitude n'est possible sans leur destruction, comment parvenir à la libération? La réponse à cette question a été donnée dans la théorie des kleshas qui a déjà été traitée dans la section 2. Nous voyons que le progrès cyclique de la vie manifestée pour le Purusha commence avec l'association de sa conscience avec Prakriti par l'intermédiaire direct d'Avidya. Avidya conduit successivement à Asmita, Ragadvesha et Abhinivesha et toutes les misères de la vie en servitude. Si Avidya est la cause ultime de la servitude et que tout le processus de la génération continue des vasanas repose sur cette base, il s'ensuit logiquement que le seul moyen effectif d'atteindre la libération de la servitude est de détruire Avidya. Tous les autres moyens pour mettre fin aux misères et aux illusions de la vie, qui ne détruisent pas complètement Avidya, peuvent tout au plus être des palliatifs incapables de conduire au but visé par l'effort yogique, Kaivalya. Le procédé pour détruire Avidya a été abordé de façon complète et systématique dans la section 2 et il n'est pas nécessaire d'y revenir ici. Sutra 12. Le passé et le futur existent dans leur forme propre. La différence des dharmas ou propriétés est due à la différence des sentiers. C'est là un des sutras les plus importants et les plus intéressants de la section 4, parce qu'il projette sa lumière sur un problème fondamental de la philosophie. Qu'il y ait une réalité sous-jacente au monde phénoménal dans lequel nous vivons notre vie est admis par toutes les écoles de yoga. Le but du yoga étant, en fait, la recherche et la découverte de cette réalité. Une question se pose, est-ce que le monde de la réalité est absolument indépendant du monde phénoménal, dans le temps et dans l'espace que nous contactons avec notre mental, ou ces deux mondes sont-ils reliés l'un l'autre d'une certaine façon? Selon les grands instructeurs qui ont trouvé la vérité, les deux mondes sont en relation bien qu'il soit difficile pour l'intellect de comprendre ce rapport. Il y a une relation entre les deux mondes, nous pouvons, en outre, nous demander si le monde manifesté dans l'espace et dans le temps exprime d'une façon rigide des tracés prédéterminés de la pensée divine, tout comme une image sur l'écran de cinéma résulte de la projection mécanique des photographies d'une bobine de film. Ou bien la suite des événements dans le monde phénoménal se conforme-t-elle simplement à un plan qui existe dans le mental divin, de la même façon que la construction d'un bâtiment suit le plan d'un architecte? La première vue impliquerait un déterminisme dans sa forme la plus rigide, tandis que la seconde laisserait quelque place au libre arbitre. Le sutra dont nous discutons jette quelques lumières sur ce problème philosophique. Il se compose de deux parties séparées, la seconde amplifiant la première. La déclaration, le passé et l'avenir existent dans leur forme propre, signifie évidemment que la succession des phénomènes qui constituent l'évolution de ce monde, ou de toute partie de celui-ci, exprime en termes de temps une réalité qui existe dans les mondes plus subtils de la conscience, au-delà du domaine de l'intellect humain. Cette réalité transcende le temps et cependant s'exprime comme temps dans l'évolution de ce monde. Comme cette question du temps sera traitée d'une façon complète en rapport avec le Sutra 4.33, passons à la considération de la seconde partie de ce sutra. La différence des dharmas est due à la différence des sentiers. Est apparemment une déclaration abstruse qui ne semble pas avoir de sens, et les commentaires existants ne jettent sur elle aucune lumière. Essayons de voir s'il n'est pas possible de découvrir ce que veut dire l'auteur à la lumière de ce qui a été dit à propos de la nature du passé et de l'avenir dans la première partie du sutra. Si la succession des phénomènes que nous connaissons avec notre mental est l'expression de quelque réalité, et si cette expression n'est pas une simple projection mécanique impliquant le déterminisme sous sa forme rigide, alors il s'ensuit logiquement que l'accomplissement de cette réalité en termes d'espace et de temps doit être possible en suivant un certain nombre de sentiers, dont chacun peut être, en fait, suivi comme le résultat de toutes les forces à l'œuvre dans la nature. Les séries d'événements qui se sont déjà produits et qui sont devenus le passé représentent le sentier foulé par le char du temps jusqu'au présent et sont devenus figés. Une partie de la mémoire de la nature des enregistrements akashiques. Qu'en est-il des événements qui sont encore dans la matrice de l'avenir? Quelle forme ces événements vont-ils prendre en devenant à leur tour le passé? Comme ces événements ne seront pas le résultat de l'action d'une destinée rigide, inexorable, mais des adaptations flexibles d'un modèle divin, le sentier qu'ils suivent doit, au moins jusqu'à un certain point, être indéterminé.
Il doit y avoir une certaine latitude de mouvement s'il y a liberté de choix et si le libre arbitre a quelque place dans la marche des choses. Bien entendu, il existe des forces à l'œuvre dans ce cadre qui, jusqu'à un certain point, détermineront la direction prise par les événements. Il y a, par exemple, la pression des forces évolutives, la force directrice du plan divin et des archétypes dans chaque sphère de développement, l'énorme pression du pouvoir potentiel des samskaras, à la fois dans le domaine de la matière et dans celui du mental. Mais à l'intérieur des limitations causées par ces différentes forces qui tentent de modeler l'avenir, il y a, cependant, une certaine liberté de mouvement qui permet le développement d'une des nombreuses lignes possibles qui se présentent d'un instant à l'autre. C'est de cette façon, donc, que dans le monde du relatif, influencé par le modèle divin d'une part et par la force des vies passées d'autre part, les événements vont de l'avant vers leur réalisation ultime. Ayant compris la signification de l'expression « la différence des sentiers », voyons maintenant comment ces différents sentiers représentent simplement l'émergence de différentes propriétés dans le substratum, c'est-à-dire prakriti. Le sentier pris par le cours des événements, si nous l'analysons avec soin, n'est rien d'autre qu'une suite particulière de phénomènes dans un ordre particulier, chaque élément de cette suite n'étant à son tour rien d'autre qu'une combinaison de propriétés ou dharma qui sont toutes inhérentes à prakriti. Si nous représentons pour les besoins de l'illustration ces différentes propriétés par A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, etc., alors les différents cours des événements peuvent être représentés par des séries de phénomènes de la façon suivante. On notera que chaque élément de ce phénomène n'est rien d'autre qu'une combinaison particulière de dharma qui se sont manifestés à un moment particulier du temps. Il importe peu que nous considérions les phénomènes dans un cadre limité comme celui de notre système solaire ou illimité comme celui de l'univers, car ils prennent tous place à l'intérieur de Prakriti. Il est ainsi possible, en partant d'une situation particulière, d'arriver à une autre situation en ayant le choix entre deux sentiers ou davantage. Ces sentiers suivis par le cours des événements dans le monde phénoménal ne sont pas d'une origine purement mécanique, comme les matérialistes auraient tendance à le croire. D'une façon mystérieuse, ils amènent l'accomplissement de l'éternel, ainsi qu'il a été indiqué plus haut. Le monde phénoménal inférieur n'existe pas pour lui-même, étant simplement une loi de nécessité mécanique, mais pour l'accomplissement de l'éternel. Son objet est d'amener certains changements dans les mondes spirituels supérieurs, changements qui sont l'objet même de son existence. L'emploi du mot « changement » par rapport à l'éternel est sans aucun doute extrêmement incongru, mais l'étudiant devrait comprendre qu'il est employé faute d'un terme meilleur, pour indiquer cette réaction subtile et mystérieuse que notre vie, dans le monde phénoménal, a sur notre être éternel. Un exemple spécifique rendra peut-être ce point plus clair. Le développement de la perfection latente dans chaque âme humaine est l'objet des réincarnations dans les mondes inférieurs à travers lesquels elle doit passer. Les différentes sortes d'expériences à travers lesquelles passe l'âme vie après vie stimulent progressivement sa nature spirituelle et développent la perfection qui trouve son aboutissement en Kaivalya. Or, le type et le nombre de ces expériences importent peu, pourvu que l'objectif soit atteint. Afin d'atteindre la perfection, un individu particulier peut traverser une centaine de vies faites d'expériences les plus intenses et les plus pénibles, ou bien 1 millier de vies d'expériences entièrement différentes. Le sentier n'importe pas, c'est l'arrivée au but qui est importante. Le sentier se trouve dans le monde des phénomènes, qui est irréel et illusoire, tandis que l'objectif se trouve dans le monde de l'éternel, qui est réel. C'est cette possibilité de prendre différents sentiers qui rend le yogi capable d'abréger le processus de développement dans les mondes phénoménaux et d'atteindre la perfection dans le temps le plus court. Il n'est pas tenu de suivre la route longue et facile de l'évolution que foule l'humanité dans son ensemble. Il peut sortir de cette grande route et prendre le raccourci difficile vers le sommet de la montagne en suivant le sentier du yoga. Mais s'il est intensément désireux de sortir du monde des phénomènes pour entrer dans le monde de la réalité, il doit d'abord comprendre la nature de ces phénomènes et la matière selon laquelle le mental les perçoit. C'est pourquoi Patanjali a traité cette question dans le Sutra 4.12. Sutra 13. Qu'ils soient manifestes ou non manifestes, ils sont de la nature des gunas. Dans le dernier sutra, on a indiqué que toutes les sortes de phénomènes qui sont l'objet de la perception par le mental ne sont rien d'autre que des combinaisons différentes de dharma ou propriétés inhérentes à Prakriti.
Dans ce sutra, l'idée est poussée un pas plus loin et on indique que les dharmas eux-mêmes ne sont rien d'autre que des combinaisons différentes des 3 gunas primitives. C'est une déclaration étonnante qui surprendra probablement quiconque n'est pas familier avec la théorie des gunas, mais pour celui qui comprend cette théorie, elle apparaîtra comme une conclusion parfaitement logique découlant naturellement de cette théorie. Si les 3 gunas sont les 3 principes fondamentaux du mouvement, inertie, mobilité, vibration, et si le mouvement, de quelque nature qu'il soit, réside à la base de la manifestation de toutes sortes de propriétés, alors ces propriétés doivent être de la nature des gunas. Les propriétés physiques, chimiques et autres que la science moderne a étudiées jusqu'à présent peuvent conduire ultimement à des mouvements et des positions de différentes espèces. Et la théorie que les propriétés sont de la nature des gunas s'accorde donc avec les résultats des développements scientifiques les plus récents. Mais la déclaration du sutra dont nous discutons est d'un caractère plus universel et comprend non seulement les propriétés physiques que nous pouvons connaître avec nos sens physiques, mais aussi les propriétés appartenant au monde plus subtil. Les pensées, les émotions et, en fait, toutes sortes de phénomènes impliquant des dharmas sont de son ressort. Les mots sukshma désignent non seulement les propriétés relatives aux plans les plus subtils, mais aussi celles qui sont non manifestées ou en sommeil. La seule différence entre propriétés manifestées et propriétés dormantes est que les propriétés manifestées résultent de combinaisons particulières des gunas en action, quand les propriétés dormantes existent potentiellement en prakriti sous forme de combinaisons théoriques de gunas encore non matérialisées. Des milliers de nouveaux composés sont produits chaque année en chimie. Chacun de ceux-ci représente une nouvelle combinaison des gunas, qui était latente jusqu'à présent et qui vient seulement de se manifester. Prakriti est comme un orgue capable de produire une quantité infinie de notes. Les qualités manifestées sont les touches qui sont frappées et qui donnent leur son spécifique. Les qualités non manifestées sont les touches qui sont silencieuses et en attente. Mais elles sont toutes là, prêtes à émerger à tout moment et à jouer leur rôle dans les phénomènes qui se produisent partout et constamment. L'importance de la généralisation contenue dans ce sutra ne réside donc pas seulement dans le fait qu'il va jusqu'au fond des choses en révélant la nature même de tous les phénomènes, mais aussi dans son extraordinaire universalité. La science moderne n'a pas de généralisation qui puisse se comparer, dans sa nature embrassant tout, à cette doctrine de la philosophie du yoga, et comme elle est basée sur la vision des mondes des phénomènes, vue du terrain favorable de la réalité, il n'y a aucun doute que, plus la science avancera dans le domaine de l'inconnu, plus elle corroborera la doctrine du yoga. Sutra 14. L'essence de l'objet consiste dans l'unicité de transformation des gunas. Quelle est la nature essentielle de tout objet ou de toute chose qui est un objet de perception mentale ? Nous ne pouvons connaître l'existence et la nature d'une chose que par les propriétés qu'elle possède à un moment donné. Il n'y a pas d'autre moyen. Cet ensemble de propriétés qui, dans leur totalité, constitue la chose, doit donc être une combinaison unique des 3 gunas, puisque chaque propriété prise isolément n'est rien de plus qu'une combinaison particulière des gunas. Celui qui possède quelques notions scientifiques peut choisir un objet physique quelconque et le réduire à ses composants physiques et chimiques, molécules, atomes, électrons, etc., qui se résolvent ultimement en différentes sortes de forces et de mouvements. Rien de matériel, au sens habituel du terme, ne subsiste si nous considérons le fait que matière et énergie sont convertibles. Dans la mesure où nous pouvons le voir, tout est un jeu des différentes sortes de forces et de mouvements d'une variété et d'une complexité extraordinaire. Il est vrai que nous ne connaissons pas exactement la nature du noyau des atomes, mais d'après la tendance des recherches dans ce domaine, il est très probable que l'on trouvera que celui-ci n'est rien d'autre qu'une combinaison de différentes sortes de mouvements. Si bien que la science moderne corrobore, dans son état actuel, la vérité de la doctrine du yoga, que chaque objet que nous percevons par le mental est simplement une transformation unique des 3 gunas. Il faudrait noter que l'indice qui nous permet d'apprécier le sens du sutra réside dans le mot ekadvat, qui ne signifie pas ici unité, mais unicité. Interprété de cette façon, le sutra est parfaitement à sa place dans la chaîne de raisonnement adoptée par Patanjali pour expliquer la théorie de la perception mentale.
Sutra 15. L'objet étant le même, la différence entre les deux est due à leur sentier séparé. Si chaque objet est une transformation unique des trois gunas et a donc une identité définie qui lui est propre, alors pourquoi apparaît-il différent à des mentals différents ? Il est habituel de constater qu'il n'y a pas deux mentals qui voient la même chose de la même façon. Il y a toujours une différence de connaissance, quoique la chose soit la même. La raison de cette différence, telle qu'elle est indiquée dans ce sutra, réside dans le fait que les mentals qui connaissent la chose sont dans des conditions différentes, et naturellement ils obtiennent différentes impressions du même objet. Quand un corps vibrant frappe un autre corps vibrant, le résultat de l'impact dépend de la condition des deux corps au moment du contact. Le corps mental qui rentre en contact avec l'objet perçu n'est pas passif ou statique. Il vibre de toutes sortes de façons et, par conséquent, il modifie chaque impression reçue par son propre mode vibratoire. Il n'est donc pas possible d'obtenir une impression fidèle de l'objet aussi longtemps que le mental lui-même n'est pas libre de ses vrittis. L'impression créée dépendra de la condition de l'esprit qui perçoit, et comme tous les esprits sont dans différentes conditions, ayant suivi différents sentiers dans la révolution, ils doivent nécessairement recevoir différentes impressions d'un même objet. L'étudiant devrait garder à l'esprit la distinction entre le corps mental qui vibre et le mental dans lequel les vrittis sont produits par ces vibrations. Est-il possible d'obtenir une impression fidèle d'un objet en toutes circonstances ? Oui, lorsque le mental a été libéré de ses vrittis et qu'en conséquence, il ne modifie pas l'impression que l'objet fait sur lui. Lorsque les vrittis ont été éliminés, le mental devient un avec l'objet, ce qui est une autre façon de dire qu'il reçoit une impression exacte de l'objet sans que sa propre influence le modifie. Aussi est-ce seulement en samadhi, lorsque tous les vrittis ont été supprimés, qu'il est possible de connaître l'objet tel qu'il est réellement. Même dans notre vie quotidienne, nous trouvons que plus un mental est influencé par différents préjugés, idées préconçues et autres troubles, plus les impressions que lui font les gens et les choses sont déformées. Un mental calme et sans passion peut seul voir les choses correctement, dans les limites de ce que permet la vie ordinaire. Sutra 16. Un objet n'est pas non plus dépendant d'un seul mental. Que deviendrait-il s'il n'était pas connu par ce mental ? Si chaque objet perçu mentalement n'est qu'un simple faisceau de propriétés qui produisent différentes impressions sur les différents mentals, alors la perception mentale peut être considérée comme un phénomène purement subjectif, et on peut prétendre que l'objet n'a pas besoin d'avoir une existence indépendante de l'agent connaissant, c'est-à-dire du mental. Cette théorie purement idéaliste de la philosophie est écartée par l'objection soulevée dans ce sutra. Si l'objet de la perception mentale n'est que le produit du mental qui le perçoit et n'a pas d'existence indépendante propre, alors que devient l'objet lorsque le mental cesse de le percevoir ? Nous acceptons la théorie purement idéaliste selon laquelle les objets du monde extérieur n'ont pas de réelle existence propre, mais ne sont que de simples créations du mental. Nous sommes conduits à la conclusion absurde que le monde extérieur apparaît et disparaît avec l'apparition et la disparition des objets dans le mental de chaque individu. Il devient alors difficile de rendre compte de l'uniformité des expériences de différentes personnes concernant les différentes choses et de la coordination harmonieuse d'observations faites par des individus distincts. Les implications de cette théorie n'aboutissent à rien d'utile. Il suffit de noter que Patanjali ne l'accepte pas. La philosophie du yoga reconnaît l'existence des objets en dehors du mental. Ce sont des objets qui stimulent le mental d'une façon particulière et produisent les impressions qui sont alors perçues par le Purusha. Il est vrai que les objets qui produisent les impressions sont considérés comme étant de simples combinaisons des gunas. Il est vrai aussi que le mental ne perçoit pas les objets eux-mêmes, mais les impressions qu'ils lui font. Il y a cependant quelque chose d'extérieur au mental qui incite le mental à former des images, quelle que soit sa nature. On verra donc que la théorie de la perception mentale sur laquelle la philosophie du yoga est basée suit une voie moyenne entre le pur idéalisme et le pur réalisme, et réconcilie dans une conception harmonieuse les caractéristiques essentielles des deux. Les postulats de la théorie sont donnés dans les quelques sutras qui suivent.
Sutra 17. En conséquence du fait que le mental est coloré ou non coloré par lui, l'objet est connu ou inconnu. La première chose essentielle pour le mental d'un individu connaissant un objet est que l'objet affecte ou modifie le mental d'une certaine façon. L'expression actuellement employée est « colorer le mental ». L'emploi du mot « colorer » pour modifier n'est pas une simple façon poétique d'énoncer un fait scientifique. Il est utilisé pour une fin définie. Le mot « modification » impliquerait simplement un changement partiel dans le mental, tandis que l'idée à transmettre est celle d'un changement qui peut varier en intensité, depuis une simple trace jusqu'à une profondeur d'une intensité quelconque. La connaissance de l'objet peut être extrêmement superficielle ou très profonde, et tous ces degrés progressivement croissants de compréhension peuvent mieux être transmis en utilisant le mot « coloré », la profondeur de la couleur indiquant le degré d'assimilation de l'objet par le mental. En outre, ce n'est pas par l'emploi du mot « coloré » que la fusion complète de l'objet et du mental dont il est question dans le Sutra 1.41 peut être comprise de façon correcte. Ceux qui n'ont jamais essayé d'étudier un sujet entièrement nouveau pour eux et bien au-delà de leur capacité mentale pourront se former des idées sur la nécessité d'un objet pour colorer le mental avant que cela ne puisse être compris. Ce sujet n'est pas du tout assimilé par le mental et refuse simplement de le pénétrer, comme parfois une teinture refuse d'imbiber un tissu. S'il doit connaître cet objet, le mental doit l'inclure jusqu'à un certain point et le degré auquel il l'assimilera déterminera le degré de connaissance qu'il en a. Par une analyse plus profonde, on voit que cette coloration du mental par un objet extérieur n'est rien de plus que la capacité du véhicule mental à vibrer en réponse au stimulus émis par l'objet. Plus le véhicule peut vibrer pleinement de cette manière, plus la connaissance de l'objet par le mental sera grande. De là vient la nécessité de l'évolution des véhicules dans les premières étapes.